Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'entreprise Séché Environnement. Donc Séché Environnement, c'est l'un des principaux acteurs français de la valorisation et du traitement de tous les types de déchets, qu'ils soient d'origine industrielle ou issus des collectivités territoriales. C'est le premier acteur indépendant en France. Séché Environnement se caractérise par un positionnement de spécialiste des risques techniques au cœur des marchés fermés et à barrières à l'entrée de la valorisation des traitements des déchets. Ces outils et ses savoir-faire lui permettent d'offrir à sa clientèle d'industriels et de collectivités des solutions à haute valeur ajoutée, ciblant les problématiques de l'économie circulaire, donc vraiment ce qui est lié au développement durable, telles que les valorisations matières et énergétiques des déchets dangereux et non dangereux, de tous les types de traitements pour les déchets solides, liquides, donc ça c'est vraiment une diversification qu'elle a faite en 2022, avec l'acquisition, on le verra plus tard, d'une partie de Veolia, d'une partie de l'activité de Veolia. Gazeux, traitement thermique, psychochimique, biologique, etc. Le stockage des résidus ultimes de déchets dangereux ou non dangereux. Et les écoservices de dépollution, de déconstruction, de désamiantage et de réhabilitation. Fort de son expertise globale, Séché Environnement se développe avec succès dans les métiers des services à l'environnement, sur les marchés de l'externalisation des problématiques déchets pour des clientèles de grandes collectivités et d'industriels de premier plan, en France comme à l'international. Séché Environnement est coté sur l'Eurolist d'Euronext depuis le 27 novembre 1997. Elle est évidemment éligible au PEA-PME, au vu de sa capitalisation. Donc Séché au cours de l'écologie industrielle et territoriale, donc c'est une entreprise qui est familiale, donc qui est détenue à plus de 74% par l'entreprise, par la famille Séché d'ailleurs. Démarche d'innovation et d'excellence, l'humain et l'environnement à cœur, réduction des impacts climatiques, réduction des déchets, etc., réutilisation des ressources et préservation de la biodiversité. Au niveau de la répartition de son chiffre d'affaires, donc dernièrement son semestre 1 2023 est sorti. Par contre, là, au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, on n'a pas de variation par rapport à l'année précédente. Mais de 2021 à 2022, on a une augmentation en France et en fait aussi à l'international et surtout à l'international. Donc c'est ce qui est très important. Il y a au moins du potentiel, un potentiel plus important sur les marchés étrangers. Une diversification également au niveau de l'activité, comme on l'a vu précédemment. Donc surtout, voilà, son chiffre d'affaires est principalement réalisé en France pour 72% et un petit peu moins de 30% à l'étranger. L'actionnariat, donc le groupe Séché détient 74,25%. Pégase détient 4,77%. Donc il y a des actions qui sont détenues également par les salariés. Et ensuite, le public détient 19,82%. Au niveau de la croissance interne, donc Joël Séché, qui est le président du CA, en ligne avec nos objectifs, les réalisations économiques, opérationnelles, financières et extra-financières du premier semestre 2023 confortent une stratégie de croissance rentable pour l'exercice en cours et à plus long terme. Fort de son modèle de croissance attractif fondé sur ses valeurs familiales et sa vision de long terme, Séché Environnement est en situation de saisir de nombreuses opportunités de croissance en France comme à l'international. Donc dernièrement, ils ont réalisé, donc au premier semestre, ils ont réalisé, peut-être même en 2022, donc 2 acquisitions majeures, même si c'est des petits montants. Donc l'acquisition de la société Assainissement Isère, basée en Isère, du coup, dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. Cette société se positionne sur les métiers de l'assainissement, du nettoyage industriel et de l'hydrocurage haute pression, habilitée à intervenir sur les sites classés CVSO. La société a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 millions d'euros en 2022. Le prix d'acquisition de l'ordre de 0,7 millions d'euros a été financé essentiellement par la trésorerie. Cette acquisition complète le dispositif commercial de Séché Environnement auprès de ses clients en région Rhône-Alpes. Deuxième acquisition, donc transfert d'un portefeuille d'acquisition eau industrielle. Au cours du premier semestre 2023, Séché Environnement a poursuivi le transfert d'un portefeuille d'activité de gestion d'eau industrielle acquis auprès du groupe Veolia le 30 novembre 2022. Ce portefeuille de contrats représente un chiffre d'affaires en année pleine de l'ordre de 50 millions d'euros, dont 38 millions environ ont déjà été transférés au 31 décembre 2022.
Le transfert de la totalité du périmètre cédé devrait s'achever fin 2023. À l'issue des opérations de transfert, le montant total acquitté pour cette acquisition devrait être de l'ordre de 35 millions d'euros, dont près de 31 millions ont déjà été décaissés en fin 2022. Donc ça, on va rentrer un petit peu plus en détail ensuite, comme le chiffre d'affaires devait être meilleur. En tout cas, ce qui a été prévu, c'est que le chiffre d'affaires était meilleur et surtout les marges devaient être supérieures. Donc c'est une belle diversification au niveau de l'activité. Ça permettra d'avoir plus de clients et aussi une potentielle synergie commerciale. Stratégie de croissance rentable, donc un modèle de croissance attractif, nouvelles acquisitions à l'international, donc on a Furia en Italie et Rentadrum en Namibie. Au niveau du dernier résultat, donc celui qui est sorti au premier semestre 2023, on a un chiffre d'affaires qui est en augmentation de 15% pour atteindre 492 millions d'euros. Ensuite, c'est plus ce qui est lié aux normes écologiques. Donc 66% du CA est aligné avec la taxonomie verte européenne. Acteur de la décarbonation plutôt de l'économie. Donc les gaz à effet de serre, donc GES, moins 2% émis en 2022, donc c'est très bien. Et les GES évités, plus 11%, donc très bien, versus 2020. Présent dans plus de 15 pays, donc voilà, il se diversifie beaucoup à l'international, avec un peu moins de la moitié de leurs salariés en France. Donc voilà, les résultats du premier semestre, du coup, un résultat net part du groupe de 23 millions d'euros au titre de son premier semestre 2023 contre 25,2 millions d'euros un an plus tôt, et une marge de BE à 20,7% du chiffre d'affaires en baisse de 2,6 points. Le groupe de traitement de déchets a réalisé un chiffre d'affaires contributif de 491 millions d'euros, en hausse de près de 15% comme on l'a vu plus tôt, et de 8,5% en organique, donc croissance interne avec une croissance forte dans la plupart de ses marchés. Pour 2023, Séché confirme ses objectifs d'une croissance organique de 5% du chiffre d'affaires contributif sur son paramètre historique, soit près d'1 milliard avec les périmètres intégrés en 2022, et d'une marge de BE à un niveau proche de 22%. Avec la contribution des périmètres intégrés en 2022, le chiffre d'affaires contributif devait donc être proche de 1 milliard d'euros en 2023. Alors les résultats ils sont en ligne avec les objectifs, performance solide sur le périmètre historique, donc plus de 9% du CA en organique. En France, on a plus 11%. Par contre, voilà, par rapport aux derniers résultats qu'on avait sur Zone Bourse, on peut voir qu'au premier semestre, on a une baisse, une augmentation, mais qui est quand même une variation négative par rapport au S1 2022. Donc seulement 3% de croissance. Donc c'est pas top. Peut-être qu'au semestre 2, il y aura une augmentation, un rattrapage. Mais pourtant, il n'y a pas de saisonnalité normalement dans ce type d'activité. Rentabilité opérationnelle élevée à données comparables, donc un EBE à 23% du CA, EBE France à 25%, etc., etc. Un cash flow opérationnel disponible plus de 91% à 45% de l'EBE, levier financier amélioré à 2,7 fois l'EBE et qui était à 2,8 en 2022. Donc ça c'est une bonne chose, c'est pas une grosse amélioration mais c'est une belle chose. Comme on le verra par la suite, le levier financier donc qui est lié à l'endettement était vraiment un des gros points faibles, un des red flags que j'avais noté par rapport à cette entreprise. Enfin, des investissements maîtrisés, donc on peut voir que les investissements qui ont été comptabilisés en 2023 au premier semestre sont de 36,7 millions d'euros contre 47,6 au semestre 1 de 2022. Et les investissements décaissés nets sont de 57 millions contre 83 millions, donc un peu moins d'investissement, c'est pas plus mal. Évolution de la liquidité, de l'endettement financier net et de la flexibilité. Donc le groupe maintient une situation de liquidité solide, donc ça c'est pas le souci, à 311,3 millions d'euros contre 313 millions d'euros, donc pas une grosse variation. Une trésorerie active de 116 millions d'euros contre 126. Cette évolution décrivant la génération de trésorerie sur la période nette de la variation des CBC ramenée sur la période de 2,7 millions d'euros à 1,1 million d'euros.
Facilité de découvert, 20 millions d'euros, inchangé par rapport à 2022. Et voilà. La dette financière, donc le total des dettes financières, a diminué, donc 698 millions d'euros contre 713 millions d'euros l'an passé. Mais par contre, pas à la même période, là, ça sera vraiment au 31-12. Donc on compare sur 2 semestres qui se suivent. La trésorerie a diminué un petit peu, la trésorerie active, mais elle reste petite variation. Endettement financier, donc petit désendettement, on passe à 581,7 millions d'euros contre 587. Au 30 juin 2023, 74% de la dette financière brute, y compris les dettes locatives et après prise en compte des instruments de couverture, est à taux fixe, versus 73% en 2022. Donc au niveau du détail, on a une dette financière nette à périmètre constant à 571 millions contre 464. Endettement financier qui diminue, ça on l'a déjà vu. Je pense que c'est quasiment pareil. Pas tout à fait. Donc voilà. Et le levier financier, comme on l'a vu, qui diminue. Note complémentaire à l'état des flux de trésorerie consolidés. Donc on a une augmentation et diminution des prêts à créances financières. L'impact de l'augmentation de moins 15,6 millions d'euros s'explique notamment par la variation à la hausse de la créance opérationnelle concessive relative à la société MoLive, pour laquelle les investissements pour la modernisation de l'usine de valorisation énergétique ont été décaissés au cours du premier semestre. L'impact de la diminution de 1,5 million d'euros est quant à elle principalement lié à l'encaissement de la créance opérationnelle. Blablabla. Prise de contrôle sur des filiales nettes de trésorerie, donc ça on l'a vu. L'impact de 0,7 million d'euros correspond principalement au décaissement du prix d'acquisition de la société française Assainissement Rhône-Isère. Le décaissement de 35,7 millions d'euros étant relatif aux acquisitions de l'activité assainissement de la société Alchem. Au niveau de la trésorerie, donc l'impact de moins 3 millions d'euros était principalement lié au décaissement du prix d'acquisition complémentaire de 9% des titres de la société espagnole Solarca. Donc si on analyse les ratios financiers à l'aide d'un rapport Morningstar, donc c'est une small cap, c'est pour ça qu'on peut la prendre. On peut l'acquérir sur un PEA-PME. Donc moins d'un milliard de capitalisation, 853 millions aujourd'hui. Le dernier cours de clôture est à 109 et les analystes estiment une juste valeur à 122. Donc on a un potentiel, on a une sous-valorisation de 11%. On a un cours sur juste valeur de 0,89. Un PER de 19,1, donc ça c'est un petit point noir, comme si on souhaite l'acquérir à un bon prix, elle semble surévaluée. 19,1 contre 16,8, malgré qu'elle soit sur un PER qui est inférieur à celui qu'elle a connu lors des 5 dernières années en moyenne. Le cours sur trésorerie, il est plutôt correct par rapport à ses concurrents. 5,8 contre 11,2, un rendement en dividende qui est faible mais qui est en augmentation par rapport, il est de 1,01, ce qui fait à peu près 1%. 1% par an, mais il est quand même un petit peu en augmentation par rapport à certaines années antérieures. Dividende par action, voilà, il était à 0,95, là il a augmenté à 1 euro en 2022, suite de très bons résultats. Et voilà, l'an prochain, je pense qu'il devrait être aux alentours des 1%. Au niveau de la rentabilité, donc le ROE, par contre, il faut bien prendre en compte que le ROE, il est très intéressant si, et il est suffisant en ratio de rentabilité, si et seulement si la dette n'est pas excessive, et là c'est le cas de Séché Environnement. Donc le ROE est de 15,4, c'est très bien. Sauf que l'endettement dette long terme suractif est de 1,8, donc pour moi c'est beaucoup trop. Donc au niveau des ratios de rentabilité, il va falloir peut-être plus prendre d'autres ratios. ROA de 3,4, c'est assez faible, donc c'est pas top. Dette long terme suractif, ok, on en a parlé. Après si au niveau de la rentabilité, on peut aussi prendre en compte, ça je l'aurais pas beaucoup, mais là il y a quand même une grosse différence. C'est le chiffre d'affaires par employé. On est à 170
contre 515 pour ses concurrents. Donc ça veut dire qu'il y a 3 fois moins. Ses employés sont 3 fois moins rentables. Donc après, c'est juste à noter, c'est pas un ratio que je prends vraiment en compte, mais 3 fois moins, c'est quand même beaucoup. Chiffre d'affaires en constante augmentation, même au premier semestre 2023. Très bien. Le résultat net, il est également en augmentation, sauf du coup au premier semestre 2023. Première baisse depuis pas mal de temps. À part si on prend en compte l'année 2020. Donc voilà, encore une fois, le rapport Morningstar, il est pas actualisé par rapport aux résultats qui sont sortis au 30 juin. Donc si on se base sur les résultats nets de 2022, les investissements sont de plus en plus conséquents, ce qui fait que le flux de trésorerie disponible, il va être inférieur en 2022 à celui qu'on a connu en 2021. Et même de 2021 à 2020, on avait moins de flux de trésorerie disponible. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Après, évidemment que c'est une entreprise qui a besoin d'investir massivement si elle veut croître. Ce qu'on peut noter, donc ROE, ROA, on l'a déjà vu. Les marges nettes restent relativement faibles, même si elles sont quand même en augmentation par rapport à 2018, 2019, 2020 et même à 2021. Donc ça reste correct pour une entreprise comme ça. Mais attention, surtout qu'elle fait des acquisitions qui sont pas très rentables. Donc attention aux marges, il faudra voir à la fin de l'année 2023 pour voir ce qu'il en est. Le levier financier, il est en diminution, du coup on l'a vu au premier semestre, mais il reste assez important. Du coup ça fait qu'on a des dettes long terme qui sont bien plus importantes que leurs capitaux propres. C'est pas une bonne chose. Donc ça va être, comme je vous l'ai dit, c'est un point noir, un drapeau rouge. Au niveau de l'analyse SWOT, donc force, faiblesse, opportunité, menace, au niveau des forces, ce que j'ai pu noter, c'est une capacité d'innovation. Également, c'est une entreprise familiale, donc pour moi, c'est vraiment un très gros avantage, détenue par plus de 74% par la famille Séché. Compétitivité plus barrière à l'entrée forte pour les nouveaux entrants, et seulement pour les nouveaux entrants, comme il y a quand même beaucoup de concurrence. C'est également ce que j'ai noté dans les faiblesses. Secteur concurrentiel. Encore au niveau des forces, on a une bonne trésorerie. Elle n'est pas extraordinaire, mais elle est quand même bonne. Elle permet d'acheter des petites entreprises. Une diversification géographique qui est intéressante et qui devrait continuer de croître. Un chiffre d'affaires en hausse constante, ça c'est vraiment la base, mais c'est toujours bon à noter. Leurs objectifs environnementaux sont validés avec succès. Bon, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est pas quelque chose qui peut permettre d'être rentable, mais c'est bien. En 2023, c'est bien. Opportunité. Alors, ce que j'ai noté en opportunité, c'est que le marché ou le segment est en croissance. L'objectif de la neutralité carbone d'ici 2050, donc ce qui peut amener à des aides éventuelles de l'État pour atteindre ces objectifs, comme des subventions, etc. La réglementation favorable. En phase avec les risques ESG qui pèsent de plus en plus dans les décisions prises par les investisseurs, on pourrait également noter des synergies commerciales attendues. Développement à l'international, il y a un gros potentiel dans certains pays. Et l'amélioration de sa solvabilité. C'est déjà le cas OS1, on verra à l'avenir si sa solvabilité s'améliore. Bon, les points les plus importants, c'est vraiment au niveau de ses faiblesses et de ses menaces. Les faiblesses, c'est qu'elle a de faibles marges. Moi, j'investis pas dans des entreprises qui font 4% de marge nette. J'investis au minimum dans des marges nettes qui font 6 à 7%, mais vraiment minimum. On a un ROE, donc un Return on Equity, qui est bon, mais par contre, qu'on ne peut pas vraiment prendre en compte seul, car la dette, elle est trop élevée. On a une baisse des résultats nets au semestre 1 2023, on a un free cash flow en baisse à cause d'importants investissements, et c'est un secteur concurrentiel. Secteur concurrentiel, comme il y a Veolia, il y a Paprec, il y a Vinci Environnement, etc. Je vous les ai pas tous mis, mais les principaux sont ceux-ci. Et différenciation avec la concurrence qui est relativement faible. Chiffre d'affaires par employé qui est 3 fois inférieur à celui du secteur. Acquisition à faible marge pour le moment, en tout cas.
Et c'est également une opportunité, comme on achète des entreprises à faible marge, donc potentiellement avec un prix intéressant, mais voilà. À court terme, c'est toujours mauvais pour l'entreprise. Et les menaces, donc une concurrence directe et élargie, une augmentation des taux d'intérêt alors qu'elle investit de plus en plus, une augmentation des prix avec une inflation, blablabla, surtout l'augmentation des coûts de l'énergie, ce qui va grandement peser sur les marges qui sont déjà relativement faibles. Alors, elle a racheté une partie des traitements des eaux industrielles de Veolia après l'intégration de Suez Environnement. Le prix payé est de 40 millions d'euros avec une consolidation comptable en décembre. C'est une technologie totalement nouvelle pour sécher qui traitait déjà des boues sèches, mais fait son entrée sur le marché des traitements des déchets liquides, du recyclage de l'eau. Donc, belle diversification de son activité, c'est bien. Après, est-ce que c'est un bon prix? Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Le périmètre découpé par Veolia représente 60 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un EBITDA de seulement 4 millions d'euros, soit une marge faible pour ce métier, et par rapport à la moyenne du groupe, qui s'est située dans le bas de la fourchette, de 23 à 24% en 2022. Il va donc falloir mettre la rentabilité de la nouvelle acquisition à niveau. Des synergies commerciales sont attendues en proposant le traitement de leurs eaux industrielles aux clients actuels. Alors le dividende, comme on en a parlé, le dividende au premier semestre, il est de 1,1 euro, soit 1,03%. Cette distribution a déjà été réalisée en juillet 2023. Le payout ratio, il est de 17,48%, donc il n'y a pas de souci là-dessus. La plupart du résultat net, la plupart du bénéfice net de l'entreprise est distribué non pas en dividende, mais surtout dans les réinvestissements. Et un petit peu en rachat d'actions, mais on peut voir aussi, je vous le montrerai sur la dernière page, il y a des rachats d'actions, mais il y a également beaucoup de ventes d'actions. Et ce mois-ci, ou dans ce semestre-ci, il y a eu plus de ventes que d'achats. Donc peut-être que l'entreprise pensait qu'elle était surévaluée, et que là c'était le moment également d'en vendre un petit peu. Au niveau du consensus, donc, est-ce qu'actuellement le prix est bien? Déjà, on l'a vu sur Morningstar, il y a un potentiel, d'après les analystes de Morningstar, de 11%. Contrairement à Zone Bourse, alors Zone Bourse, l'objectif moyen, il est de 0%. Aujourd'hui, on est à 109 et l'objectif de cours moyen, il est à 110. Donc, moins de 1% de potentiel, c'est très peu. Après, c'est vraiment pour se faire une idée. Il faut toujours comparer plusieurs consensus si vous ne voulez pas calculer vous-même le prix d'une action. Mais ouais, c'est toujours bien c'est même essentiel de prendre plusieurs consensus. Surtout que les analystes, ils sont pas forcément nombreux sur les dossiers. Sur celui-ci, ils sont 5, c'est déjà bien. Mais pour les petites entreprises, ils sont assez peu nombreux. Donc voilà, en sachant que le cours, si on regarde sur le graphique, l'objectif de cours, il rattrape complètement le cours en bourse, dû à ses résultats. Ça semble assez logique. Comme il y a encore... Ouais, voilà. Ok, et le consensus Boursorama, donc le consensus Boursorama, il est un petit peu dans le même sens que ceux de Zone Bourse. Potentiel moins de 2,8%, donc ils estimaient une juste valeur à 106 alors qu'on est à 109. Donc ils sont attentistes, ils attendent. Par contre, ce que je trouve un petit peu étrange, c'est qu'une entreprise qui est spécialisée dans l'environnement et qui a un risque ESG moyen, entre 20 et 30, par rapport à leur tonne de CO2 émise, ça c'est, après ils n'ont pas le choix non plus. Implication dans des activités ayant un impact positif 1 sur 12. Alors ça par contre j'arrive pas à comprendre. Je me suis pas du tout renseigné sur les risques ESG. C'est vrai que je regarde juste les notes. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais donc le 0 sur 23 je comprends totalement. Par contre le 1 sur 12 au niveau des implications dans des activités qui auraient un impact positif, seulement 1 sur 12 ça me paraît très peu, je comprends pas. Faudrait que je regarde dans les détails par contre comme... Donc voilà. Assez peu de risques quand même je pense, mais ouais.
Au niveau des prévisions, donc on a un PER qui devrait rester aux alentours. Voilà le PER, encore une fois. Quand on le regarde sur un rapport Morningstar, il est à 19. Quand on le regarde sur The Bourse, il est à 15. Même en 2022. Donc là, il serait quand même bien en dessous de celui du secteur. C'est ça que je trouve toujours un peu dommage quand on compare, sur différents sites. Il n'y a pas toujours les mêmes données, donc c'est un petit peu dommage. Le rendement, il est à 1,03, ça c'est logique, ça c'est bien. On a un free cash flow qui devrait augmenter, un free cash flow yield de 5,02 en 2023 qui devrait bien augmenter jusqu'en 2025. Peut-être qu'elle va décider de un peu moins investir. Le problème, encore une fois, c'est pas le dividende. C'est plus au niveau du remboursement de la dette et des investissements. On n'a pas vraiment de création d'émissions de titres, donc ça c'est bien. Il n'y a pas de dilution pour l'actionnaire, donc c'est une belle chose. Le chiffre d'affaires il devrait croître doucement mais sûrement, donc ça c'est logique. La marge d'exploitation par contre elle devrait augmenter, ça c'est une belle chose. Avec un résultat net, ils sont vraiment très optimistes avec un résultat net qui devrait bien augmenter. Et des marges nettes qui devraient presque tendre vers les 6%, ça c'est une très belle chose. Et des free cash flow qui devraient atteindre 102 millions d'euros. Très bien. En tout cas, au niveau des prévisions, c'est très très bien. Et le dividende devrait augmenter, le dividende par action devrait augmenter. La dette, en fait, tout est ok. Tout est, d'après leurs prévisions, tout semble nickel. Tout va dans le bon sens. Les dettes nettes, elles devraient diminuer drastiquement jusqu'en 2025 pour atteindre 467 millions. Voilà, le free cash flow on a déjà vu. Le ROE on s'en fout un peu pour l'instant. Le ROE il a peu d'importance, il reste aux alentours des 15-16%. Mais avec une dette aussi élevée on peut pas le prendre en compte. Des capex qui pourtant donc les dépenses de capital, les dépenses d'investissement qui devraient quand même croître jusqu'à 125 millions, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, au niveau des perspectives favorables, confirmation des objectifs pour 2023, contribution plus normative du second semestre. Au niveau commercial, une croissance, alors ils veulent viser un chiffre d'affaires contributif proche d'1 milliard d'euros avant acquisition, ça c'est très important. Au niveau opérationnel, donc une rentabilité, ils veulent viser un EBE proche de 22% du CA contributif avant acquisition. Et au niveau financier, flexibilité, viser un levier financier de 2,7 fois le BE. Donc c'est ce qu'il y avait déjà au semestre 1 et c'est déjà bien. Événements qui sont postérieurs à la clôture et qui sont quand même notables. Acquisition Rent a Drum en Namibie. Séché Holding SA a acquis 80% des parts de la société Rent a Drum. Et c'est le numéro 1 du traitement du déchet non dangereux et de l'économie circulaire en Namibie. Accord en vue de l'acquisition de Furia en Italie, un accord en vue de l'acquisition de 100% des parts de cette société. La finalisation de l'acquisition est soumise à la levée de conditions suspensives au bénéfice des deux parties sur le second semestre. Autre événement postérieur à la clôture, à la date de rédaction des états financiers résumés, nous n'avons pas eu connaissance d'autres faits postérieurs à la clôture, susceptibles d'avoir une incidence significative sur le patrimoine, la situation financière et le résultat opérationnel du groupe. Ce qu'on peut également noter dans le résultat financier du premier semestre, c'est que les commissaires aux comptes, à la fin de chaque résultat, de chaque rapport financier, ils sont obligés d'apposer leur ressenti et ils n'ont vraiment rien vu d'anormal dans les comptes. Et voilà au niveau du rachat d'actions, donc on a un formulaire type de déclaration des programmes de rachat. Et ce qu'on peut noter, c'est que le nombre de titres achetés dans le mois, alors c'est peut-être le dernier mois en fait, c'est peut-être en juin, là c'est en août, voilà. Opération du mois en août, on peut voir que le nombre de titres achetés dans le mois est de 5296 et le titre vendu dans le mois 5793. Voilà, c'est vraiment pour information. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Pour les personnes qui sont intéressées, qui ont plus de questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour les personnes qui ont des actions également à me proposer en commentaire, vous avez aussi mon adresse mail. Je vais également mettre en description une vidéo qui présente l'activité de Séché Environnement.
pour les personnes qui auraient plus de mal à comprendre et qui voudraient plus de détails. C'est vrai qu'une vidéo, c'est toujours plus parlant. Également en description, n'hésitez pas pour les personnes qui n'ont pas de CTO. Donc moi je suis sur DGIRO, j'ai un code parrainage. Voilà. Et pour les personnes qui ont un PEA ou qui voudraient ouvrir un PEA ou un PEA PME, n'hésitez pas avec mon code parrainage en description également. Je suis sur Bourse Direct, donc Bourse Direct qui offre pas mal d'avantages avec un nombre d'actions bien plus important que sur Boursorama. Surtout si vous êtes spécialisé, surtout si vous investissez massivement dans les small caps. Des frais qui sont relativement peu importants. Si vous voulez transférer également votre compte Boursorama à votre compte Bourse Direct, j'ai fait une vidéo là-dessus pour vous aider. C'est très simple, le délai est maximum de 3 mois. Moi, je crois qu'en 4 semaines, c'était fini. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'avantages, je les présente également, les frais sont très faibles. Pour les personnes qui sont vraiment perfectionnistes, ils vont pas forcément apprécier parce que l'interface est un peu dégueulasse, elle est très obsolète. Mais moi, je vais jamais sur l'application ou même sur mon espace client, j'achète juste des actions et tout mon suivi de portefeuille est fait ensuite sur Excel ou sur d'autres plateformes, donc ça m'intéresse assez peu. Et voilà. Et aussi pour les personnes qui sont intéressées par une assurance vie à moindre coût, vous pouvez également passer par mon lien en description. Il y a pas mal de personnes je pense que c'est une assurance vie qui est assez peu connue. Il y a pas mal de personnes qui ont déjà souscrit à l'offre dans ma description. Donc c'est cool. Et voilà, vous pouvez investir avec des rendements qui sont très intéressants. Moi j'investis sur mon assurance vie avec des unités de compte, donc des ETF. Donc à moindre risque, évidemment que vous pouvez perdre votre capital, mais à risque vraiment maîtrisé. Vous pouvez décider vous-même d'investir ou également de déléguer. Et voilà. Et dans de prochaines vidéos, je vais essayer aussi de parler d'une assurance vie qui propose un taux à plus de 9%. Par contre, ça sera très risqué. On a une note de 7 sur 7 au niveau du risque. Mais ça peut toujours être intéressant d'en parler. Et voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin.